Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. On va parler aujourd'hui égalité entre les hommes et les femmes. Comment évolue le niveau de vie lors d'une séparation conjugale? Sans grande surprise, la baisse est souvent au détriment de la femme et des enfants. Ce sera l'objet du débat du jour. Ensuite, nous recevrons l'autrice de Game Over, un livre engagé qui remet en question nos perceptions sur la science et le genre. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde fera la lumière sur le fonctionnement du système électoral américain. Les élections, c'est dans 15 jours. Mais avant cela, place à l'actualité du jour avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les débats qui s'annoncent tendus autour du projet de loi de finances dès ce soir. Et oui, coup d'envoi à 21h30 pour l'examen officiel du projet à l'Assemblée nationale en repartant du texte initial proposé par le gouvernement. Texte qui prévoit des économies drastiques, 60 milliards d'euros au total, dont 41 milliards d'euros de dépenses publiques. Et ce, afin de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025. Le gouvernement compte notamment économiser 100 millions d'euros en supprimant des postes de fonctionnaires et notamment 4000 postes d'enseignants, principalement en maternelle et en élémentaire. Compte tenu de la majorité relative de Michel Barnier à l'hémicycle, le scénario du passage en force de ce projet par le 49.3 a été envisagé publiquement par le Premier ministre. Alors les débats sont-ils vains? Certains élus de l'opposition ne perdent pas espoir, comme Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire, au micro de Lise Roosveil, journaliste de France Culture. Je me sens un petit peu blasé, dois-je vous dire, puisque depuis que je suis député, je n'ai jamais voté un seul budget de la nation. Et l'usage des 49.3 à répétition, et on nous en promet de nouveau, me conduit à faire un exercice pour essayer de faire des propositions, mais elles sont systématiquement retoquées. La députée socialiste de Meurthe-et-Moselle, Estelle Mercier, ne baisse pas non plus les bras. Écoutez. On se dit que malgré cette menace de 49.3, on peut faire avancer des projets, on peut faire avancer des sujets. Par ailleurs, dans le 49.3, vous savez, ils peuvent reprendre certains amendements. Plus on avance, plus on discute, plus on progresse ensemble, plus on a de chance que ça puisse être repris éventuellement. L'Assemblée nationale n'a que 40 jours pour voter le texte, sinon ce dernier partira au Sénat directement. Dissension encore au sommet de l'État. Le ministre délégué à la réussite scolaire hier s'est démarqué de la ministre de l'Éducation sur la question de la laïcité. Dans un entretien attribué à la Tribune dimanche, il y a une semaine, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, affirmait que les atteintes à la laïcité étaient en recul dans les établissements scolaires à la rentrée. 110 faits d'atteinte à la laïcité recensés dans les écoles, les collèges et les lycées en 2024 contre 838 en 2023. Un résultat favorisé par les bonnes décisions de Gabriel Attal, selon la ministre, comme l'interdiction du port de l'abaya notamment. Or hier, Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel, a défendu une position un peu différente. Sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3 Rhône-Alpes, il a déclaré que, je cite, « La situation en matière de laïcité aujourd'hui n'est pas satisfaisante » et d'ajouter « On a eu une amélioration légère en septembre, mais si on regarde sur le long terme, la situation se dégrade et tous les élus, tous les enseignants, tous les établissements de France mesurent les difficultés. » Il a notamment évoqué des atteintes à la laïcité qui ont été multipliées par 2 en 2 ans. Objectif, selon le ministre, mettre le paquet sur la formation des enseignants afin de pouvoir leur permettre de répondre eux-mêmes aux interrogations des élèves, mais aussi être d'une clarté absolue dans la réponse dès lors d'une atteinte. Car à chaque fois que les dirigeants ont eu la main qui tremblait sur ces questions-là, ce sont les équipes qui ont payé. Une prise de parole qui intervient une semaine après les hommages nationaux rendus aux professeurs assassinés Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamiste. Sujet orientation à présent, un bilan très positif pour la campagne 2024 de Mon Master, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, Mon Master, la plateforme qui permet depuis 2 ans aux étudiants titulaires d'un diplôme Bac+3 de candidater à un master. Elle a été lancée l'année dernière alors que des centaines d'étudiants, après avoir validé leurs 3 années de licence, ne trouvaient aucune faculté pour les accueillir afin de poursuivre leur cursus universitaire. Une plateforme qui semble afficher de beaux résultats, communiqués la semaine dernière sur les réseaux sociaux, comme dans ce tweet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors,
164 000 candidats ont reçu une proposition d'admission en Master 1, soit 85,7% des éligibles. 13 000 admissions de plus lors de la phase complémentaire en 2025. Un parcours toujours plus fluide avec des améliorations pour les formations en alternance. Alors 85,7% d'éligibilité versus 79% l'an dernier. Une hausse permise selon le ministère par le lancement d'une phase complémentaire un peu sur le modèle de ce qui existe déjà avec la plateforme d'admission post-bac Parcoursup. Cette phase complémentaire a été ouverte à tous les candidats qui n'avaient pas accepté définitivement une proposition pendant la phase principale de candidature. Les étudiants ont ainsi pu formuler 10 nouveaux vœux en formation classique et autant en formation en alternance, là où il restait de la place. Direction Sarlat en Dordogne, où une maternité demeure porte close depuis maintenant un mois. Une fermeture qui s'inscrit dans une tendance plus globale en France. La maternité de Sarlat devait ouvrir aujourd'hui. Or, les portes resteront fermées faute de médecins. Conséquence, certaines femmes enceintes doivent se rabattre sur des urgences, les urgences de Sarlat, où les employés ne sont pas toujours formés pour les actes dispensés d'ordinaire par la maternité, comme les monitorings ou les échographies. Et surtout, il faut faire beaucoup plus de routes, de kilomètres pour accoucher, ce qui augmente le stress des femmes enceintes, comme le raconte Julie, désormais maman d'un petit garçon. Elle était au micro de Clara Etchari sur RTL et elle a vécu ces fermetures à répétition tout au long de l'année dernière. C'est surtout ce stress de pas savoir où on va accoucher parce qu'un coup c'était ouvert, un coup fermé. Et puis ça s'est su vraiment au dernier moment, ça devait être ouvert. Et finalement non. Et en fait on a dû faire plein d'allers-retours entre Périgueux et Sarlat. Et puis donc finalement j'accouche à Périgueux. Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour l'instant pour la maternité de Sarlat. Ces 50 dernières années, il faut savoir que la France a vu les 3/4 de ces maternités disparaître, comme on peut le voir sur ce graphique réalisé par France Info. En cause, pas forcément la baisse du nombre de naissances en France, mais les politiques de santé mises en place depuis les années 1970. En effet, les pouvoirs publics veulent concentrer les accouchements vers les maternités les mieux équipées pour des raisons de sécurité, disent-ils, au détriment des moins équipés. Et du côté de l'Île-de-France maintenant, bonne nouvelle, tous les étudiants boursiers de la région bénéficient désormais d'un accès gratuit à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et ce, grâce à un nouveau partenariat signé entre la Fondation Marc Lardret de La Charrière, la BNF, les Crous de Paris, Versailles et Créteil. Alors avec le pass annuel BNF Lecture Culture, les étudiants pourront accéder gratuitement aux salles de lecture, tout public de la BNF, mais aussi à un catalogue de ressources en ligne, mais également à une programmation très riche, une programmation culturelle qui comprend des conférences, des colloques, des concerts, des lectures, des projections. Ce nouvel engagement élargit le dispositif initié avec succès au sein du Crous de Paris en 2022 et permet donc cette fois à tous les étudiants boursiers de la région d'en bénéficier. Voilà une bonne nouvelle à partager autour de vous. Merci Shirley. Les inégalités, notamment économiques dans le couple, un sujet que connaissent malheureusement bien les femmes, premières victimes de ces disparités. Alors pourquoi sont-elles celles qui en pâtissent et surtout, quels sont les défis à relever? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Lucille Peytavin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes historienne, spécialiste du droit des femmes, membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes à la Fondation des femmes. Et nous recevons également par Skype Hélène Forner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Hélène. Vous êtes économiste et maîtresse de conférences à l'Université de Rennes. On va parler des inégalités entre les hommes et les femmes. Elles ont de nombreuses répercussions, notamment sur le plan économique. Évidemment, le mal-logement, l'alimentation, le salaire, la garde des enfants, plein d'autres domaines. La question est peut-être la première, Lucille Peytavin. Est-ce que les mères célibataires sont les plus vulnérables? Alors oui, les mères célibataires représentent 75% des femmes donc, qui sont à la tête d'une famille monoparentale. Un tiers d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc véritablement, c'est le profil de la précarité dans notre société. Parce que ce sont des femmes qui doivent faire vivre une famille, bien souvent, avec un seul salaire. Et quand on connaît les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, eh bien, on imagine les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Difficultés auxquelles elles sont confrontées, en plus, si il y a 1, 2 ou 3 enfants qui sont à charge,
évidemment, ça se complique davantage. Effectivement, il y a un taux de pauvreté qui augmente avec le nombre d'enfants. On voit que ce sont des mères qui ont bien souvent des difficultés à avoir accès à l'emploi, notamment pour des questions de garde, puisque aujourd'hui en France, eh bien, il y a beaucoup de problèmes de garde. Faire garder ses enfants, c'est encore véritablement une difficulté. Et donc, on voit comment ces femmes, finalement, elles multiplient les difficultés pour s'insérer et rester sur le marché du travail. Une baisse d'environ 15% du niveau de vie après la séparation, Hélène Leforner, 10% l'année suivante encore. Alors on pourrait dire comme ça que ça paraît pas énorme, mais en fait si, c'est absolument colossal. Oui, tout à fait, c'est important. Alors après, je vais... En fait, voilà, ça dépend un petit peu, notamment vous parliez du nombre d'enfants. Et bien en fait, après transfert, le nombre d'enfants, finalement, ça ne va pas dans le sens auquel on s'attend, puisque finalement, les transferts permettent de compenser davantage pour les mères, notamment célibataires, qui ont finalement plus de 3 enfants. Donc, excusez-moi, quand vous dites transfert, ça veut dire quoi? On entend par transfert les transferts de l'État. D'accord, les aides Oui, tout à fait. D'accord. À quoi est-ce dû quand on parle, je redis les chiffres, une baisse d'environ 15% du niveau de vie après la séparation, 10% encore l'année suivante, ça veut dire quand même qu'au bout de 5 ans, on est dans une situation absolument dramatique. Au bout de 10 ans, n'en parlons pas, sauf espoir. À quoi est-ce dû? Alors, pour comprendre les conséquences de la séparation, il faut déjà avoir en tête finalement les avantages du fait d'être en couple. Être en couple, c'est déjà avoir des complémentarités de consommation. Donc ça, c'est un mot peut-être un peu barbare pour en fait tout simplement dire que quand on est en couple, on va pouvoir acheter finalement des biens qui coûtent bien plus cher et finalement le coût par tête va revenir moins cher. Donc je pense notamment à l'électroménager, à toutes les dépenses d'électricité, etc., le logement, etc. On va aussi bénéficier de ce qu'on appelle des complémentarités de production. Voilà, par exemple, faire des repas pour 2 personnes, ça ne prend pas 2 fois plus de temps que de faire des repas pour une personne. Donc déjà, les gens en couple vont bénéficier de tous ces avantages-là. Et donc forcément, à la séparation, il y a la perte de ces avantages-là. Et puis aussi, au sein du couple, va se poser la question de la spécialisation. Et notamment, on sait que donc la spécialisation, c'est cette question de se dire que finalement, au sein du couple, l'un va se spécialiser sur le marché du travail, tandis que l'autre va rester davantage dans la sphère domestique. Et donc, généralement, celui qui reste dans la sphère domestique, c'est généralement la femme. Ce qui peut notamment poser problème, parce que finalement, cet investissement-là, il est fait dans une perspective de long terme. Quand on s'investit dans la sphère domestique, c'est notamment on s'investit pour la carrière de son conjoint dans des perspectives futures qui vont être ce retour sur investissement, de pouvoir bénéficier en fait d'un revenu plus élevé pour le conjoint. Donc forcément, s'il y a une séparation, ça coupe cet investissement de long terme qui est prévu. Et donc c'est pour ça que finalement le plus grand perdant de la séparation, c'est celui qui en fait gagnait moins au sein du couple avant la séparation. Et généralement, ce sont les femmes. Donc en fait, les études qui sont faites, en tout cas économiques, alors elles sont peut-être aussi à compléter avec d'autres études, mais l'étude que j'ai en tête, c'est une étude de Carole Bonnet, Bertrand Garbinti et Anne Solaz, et qui s'intéresse en fait davantage à l'effet causal. Donc on n'est pas sur des corrélations. C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe pour des personnes identiques entre avant et après la séparation. Alors, on va juste continuer, si vous le voulez bien. Pardon, Lucille Pétavin, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui venait de dire. Juste sur l'idée du couple. Du coup, on reparlera de la séparation après, effectivement, et des déclinaisons. Mais peut-être sur les couples. Les inégalités commencent avec la gestion du budget, clairement, qui, pour beaucoup de couples, est établie à 50-50. Or, on sait, les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes. Est-ce que c'est déjà là que ça commence? Alors oui, ça commence là. Et d'ailleurs, on a vendu un peu ce 50-50 comme un acte féministe. C'est-à-dire les femmes pouvaient être aussi bien assumer les responsabilités économiques que les hommes. Mais quand on voit les écarts de revenus, on se dit que c'est quand même profondément injuste. Et j'ai même envie de dire que c'est une arnaque. C'est pour juste corroborer ce que vous dites, j'aurais dû faire un petit micro-trottoir, mais toutes les personnes que j'ai eues au téléphone pour leur parler de ce sujet m'ont tous dit « mais c'est pas vrai, les femmes gagnent tout autant, ça n'existe plus, ça ». Donc c'est encore ancré, en fait. Alors aujourd'hui, pourtant, on a des chiffres qui montrent que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont de 25% en moyenne si on prend tout type de contrat de travail confondu, 9% à poste égal et compétences
égale. Donc les inégalités sur le marché du travail, elles sont encore bien réelles. 75% des femmes ont un revenu inférieur à celui de leur conjoint. Donc forcément, c'est probablement ce fonctionnement-là qui alimente les inégalités. J'aimerais revenir peut-être aussi sur la notion de couple. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie des pots de yaourt, ou encore appelée pour certains Monsieur Voiture, Madame PQ. Alors j'aime beaucoup cette notion et j'aimerais bien qu'on puisse dire un petit mot, Hélène Le Forner, puisqu'on parle du couple. Ah bien, je ne connais pas cette théorie, donc je ne sais pas. Alors, avec Lucille Paetavin, parce que vous allez la connaître, elle est absolument remarquable. Est-ce que vous pouvez me dire un mot dessus, Lucille? Oui, alors il a été noté dans les études qui ont été faites sur les couples que l'investissement, l'argent des hommes et des femmes ne va pas au même endroit. C'est-à-dire que l'argent des hommes va aller dans des investissements qui vont rapporter, par exemple l'immobilier. Quand l'argent des femmes, lui, est bien souvent dépensé à pure perte, ça va être dans les loisirs, les activités, ce qui ne rapporte rien, ce qui ne permet pas aux femmes de constituer un patrimoine. Et aujourd'hui, on a des patrimoines entre les hommes et les femmes qui se creusent. On est à 13% et on voit que ça ne cesse d'augmenter depuis les années 90. Autrement dit, l'homme aurait par exemple contracté un prêt pour un achat immobilier, donc serait propriétaire éventuellement peut-être d'un bien immobilier, et les femmes seraient propriétaires des fameux pots de yaourt. Donc en fait de l'alimentation et de tout ce qui finalement sert beaucoup au quotidien mais qui n'est pas un investissement sur le long terme. Exactement. C'est bien ça ? Voilà, donc forcément tout ça a une implication évidemment. Une autre réaction peut-être celle-là sur laquelle vous pouvez réagir, Hélène Le Forner. Environ 4% des enfants vivant avec leurs deux parents entrent en pauvreté chaque année. Ils sont 5 fois plus nombreux que l'année passée. Comment c'est possible ça? On rentre dans une pauvreté à cause uniquement de l'inflation ou on voit une dégradation clairement du niveau de vie? Ben, tout simplement, on le disait tout à l'heure, hein, si les femmes, après la séparation, sont plus vulnérables, et notamment les femmes qui, justement, gagnaient moins que leur mari avant la séparation, ce qui, comme on vient de le dire, est la majorité des femmes, et bien, par conséquent, les enfants dont elles s'occupent font aussi partie de foyers aux ressources limitées. Est-ce que l'indépendance financière est-elle possible, finalement, pour une femme au sein d'un couple ? Et comment peut-elle y arriver, Hélène Le Forner? Bien sûr, c'est juste que les normes de genre sont fortes et donc c'est difficile de s'en détacher. Mais tout à fait, il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari au sein des couples. Elles sont minoritaires, mais elles existent. Ça représente quand même un peu plus de 10% des couples. Et ces femmes-là, après la séparation, ne s'en tirent pas plus mal que leur conjoint, voire même mieux. Donc c'est vraiment ça la clé. Hein. C'est bien de comprendre que c'est pas... Ces inégalités de genre, elles sont totalement dues à des inégalités de genre en amont du fait de la spécialisation au sein des couples et du fait que les femmes gagnent effectivement moins que leurs conjoints. Et tout ça, alors, tout à l'heure, votre invité parlait d'arnaque. En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de mal à gagner moins que son conjoint au sein du couple, mais il faut que derrière, ce soit compensé, en fait. Ces inégalités-là, elles se retrouvent aussi en fait dans les tâches ménagères, et c'est bien là le problème. C'est que en revanche, les femmes ne sont pas compensées pour le surplus de tâches ménagères qu'elles font pour leur conjoint. Oui, je pense qu'il faut bien comprendre que le premier facteur qui explique les différences de revenus entre les hommes et les femmes, c'est le fait que les femmes ont la responsabilité de 70 à 80% des tâches parentales et domestiques. Quand une femme va avoir un enfant, bien souvent, 40% des mères d'ailleurs, vont modifier leur temps de travail. Donc elles vont réduire bien souvent leur temps de travail. Il y a des études qui montrent qu'à l'arrivée d'un enfant, il y a une perte de 20% de revenus pour les femmes. 3 enfants, on est à 40% de perte de revenus, et ça ne va pas se compenser. Au contraire, ça va se creuser et ça peut avoir des conséquences justement jusque sur la retraite. Alors, quand il y a séparation, évidemment, il y a plein d'événements, de raisons qui expliquent ce creusement des inégalités et de l'effet dramatique sur les femmes. Le manque d'implication des pères, notamment, est-ce qu'il joue beaucoup dans ces inégalités et la baisse du niveau de vie des femmes ? Alors, il faut comprendre que c'est les mères et la société qui va répondre au non-investissement, à la déresponsabilisation des pères, bien souvent, parce qu'après un divorce, les pères ne demandent la garde que dans 20% des cas. Donc, quand les pères se plaignent de ne pas avoir la garde, c'est que bien souvent, ils ne la demandent pas.
Et les pensions alimentaires, donc, qui sont censées être versées par le parent qui ne garde pas les enfants, donc aux parents qui en a la responsabilité pour faire vivre les enfants, sont en moyenne de 170 € seulement, quand l'adresse indique qu'il faudrait 125 € environ. Et le problème, c'est que ces pensions alimentaires, elles sont bien souvent calculées sur les revenus du père et non pas sur les besoins des enfants. Et en plus, 30 à 40% d'elles sont impayées. Alors, il y a la CAF aujourd'hui qui a un système pour permettre aux femmes d'avoir des allocations de compensation. Oui. Mais il faut savoir que la CAF ne recouvre que 73% de ces sommes. Donc, qui paie le manque, c'est la société, c'est nous toutes, nous tous qui finalement comblons ce que les pères ne versent pas aux mères et à leurs enfants. En fonction de ce qui vient d'être dit par Lucile Peytavin, Hélène Le Forner, est-ce qu'il faudrait peut-être penser à la déconjugalisation des aides justement de l'État ? De toute façon, après une séparation, les aides de l'État, elles sont reversées aux parents gardiens. Donc, c'est pas forcément là la question. La première année, elles sont soumises aux revenus du foyer, non ? C'est ça ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a Lucile Peytavin, allez-y. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'aides qui, pendant le mariage, pendant que les personnes sont en couple, sont conditionnées aux revenus du conjoint. Ça va être le cas, par exemple, pour le RSA, pour les APL, ce qui maintient bien souvent celui qui gagne le moins, donc dans 75% des femmes, dans la dépendance de son conjoint, donc des hommes. Mais c'est vrai que cette logique, elle se poursuit après le divorce parce qu'il y a des aides telles que l'allocation, par exemple, vieillesse, qui peut être diminuée ou supprimée si la personne se remet en couple. Et donc, dans cette idée que finalement, les femmes sont toujours dépendantes et c'est à leur nouveau conjoint de les prendre en charge. D'accord. Hélène Le Forner, effectivement, garde, je vais y arriver, alternée ou pas, les femmes pâtissent, quoi qu'il arrive, d'une séparation, sur le plan économique, j'entends, puisque c'est l'objet de notre émission. En tout cas, le plus souvent, oui. Après, voilà, comme je l'ai dit, il y a des exceptions. Il y a les femmes qui gagnaient plus que leur conjoint avant la séparation et également dans les couples assez égalitaires, ce qui, quand même, pour les nouvelles générations, va de plus en plus être le cas, on peut l'espérer. Et bien, finalement, les hommes et les femmes sont tout autant perdants les uns que les autres. On parle aussi évidemment de mal logement quand on parle d'inégalité et les répercussions sont absolument énormes. La Fondation Abbé Pierre a publié un rapport récemment sur l'état du mal logement en France et on constate que les femmes sont à nouveau victimes de discrimination. La Fondation pointe du doigt les réticences de certains propriétaires à louer un logement à des mères célibataires, je cite le rapport, sous prétexte des troubles que les enfants seraient susceptibles de provoquer ou de leur incapacité à entretenir le logement. C'est encore possible ça, en 2024 ? Alors déjà, il devrait y avoir... En France, on a un droit opposable au logement, donc personne ne devrait vivre à la rue. Ensuite, ce sont des critères qui sont tout à fait discriminants. Et ce qui est malheureux, c'est que comme ce sont les femmes qui ont la garde des enfants, elles vivent ces discriminations et elles les cumulent. Ça va être d'être suspecté de ne pas pouvoir payer le loyer, d'avoir effectivement des nuisances sonores, etc. Ce qui est tout à fait hors la loi et absolument scandaleux. De leur incapacité à entretenir le logement. Enfin, c'est quand même dingue. C'est que soit on est taxé d'être des femmes qui doivent être à la maison en train de nettoyer le domicile conjugal, soit lorsqu'on se sépare, taxé d'être incapable d'entretenir un logement. Enfin, ça relève des textes donc, de ce rapport publié par la Fondation Abbé Pierre. J'aimerais une réaction, Hélène Le Forner. Il s'agit de discrimination, donc de toute façon, elles sont tout à fait illégales. Maintenant, évidemment, les normes, les croyances ont du mal à être dépassées. Mais pour moi, il devrait y avoir des appels en justice pour ce type de discrimination. Les violences conjugales aussi entraînent la perte du logement familial pour les victimes, ce qui accentue souvent encore davantage le mal logement des femmes. C'est ce qu'on constate. Une réaction ? Oui, parce que c'est lié aussi à beaucoup de mécanismes qui font partie du mariage. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il est important de préparer son divorce le jour du mariage. C'est terrible de dire ça, mais il y a un mariage sur 2 qui finit en divorce. Donc c'est une réalité, il faut le prendre en compte. Et effectivement, sur la question du patrimoine
patrimoine, il faut par exemple bien choisir son régime matrimonial. Il y a de plus en plus de couples qui se marient en séparation de biens, ce qui va faire qu'il va y avoir une moindre redistribution une fois le divorce acté. Juste pour être clair, aujourd'hui, c'est la communauté Ridito-Zakkai qui est... Alors oui, mais on voit que justement ces régimes... de fait, je veux dire. Exactement, mais on voit que les régimes sont en train de changer. Par exemple, le régime de séparation de biens représentait 6% en 1992. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 10%. Donc on voit finalement qu'il y a une individualisation du patrimoine. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut faire très attention quand on se marie, de bien choisir son régime matrimonial, mais aussi sa procédure de divorce, par exemple. Mais on le choisit en fonction de quoi ? Alors on va le choisir en fonction de la situation dans laquelle se trouve son conjoint. Par exemple, si on a un conjoint qui est auto-entrepreneur ou indépendant, qui peut avoir des risques, qui peut avoir des dettes, là, il est conseillé effectivement de se mettre en séparation de biens. Par contre, si on a un conjoint qui a une situation tout à fait stable, où il n'y aura pas forcément de dettes, voilà, là, il est préconisé de se mettre les biens en commun pour que effectivement il y ait une répartition plus juste une fois le divorce prononcé. Alors là, on parle effectivement de système, de divorce, de régime. Je parlais juste avant de violence conjugale qui entraîne la perte du logement familial. Là aussi, encore une fois, c'est les femmes qui pâtissent de cela, Hélène Leforner. Plutôt que d'être protégées, finalement, c'est une double peine qu'on leur impose. Oui, tout à fait. Les violences conjugales concernent malheureusement davantage des femmes en tant que victimes. Après, pour moi, c'est un sujet qui est quand même très différent de la séparation entre les conjoints, bien heureusement, parce que c'est quand même un peu moins courant. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de séparation, non seulement les femmes pâtissent de ce système, mais en plus, lorsqu'elles sont victimes de violences, on voit qu'en plus, cela entraîne une perte encore plus fréquente de leur logement. Donc, ce qui accentue forcément les inégalités. Oui, peut-être sur cette question, effectivement, il faut voir qu'aujourd'hui, les procédures de divorce se font de plus en plus à l'amiable, parce qu'elles coûtent moins cher, parce qu'elles sont plus rapides. Mais il faut savoir aussi que ce sont des procédures qui ont moins de garde-fous. Par exemple, le rôle du juge peut être très important là-dedans, et notamment quand il y a des difficultés entre les deux conjoints à se mettre d'accord, une relation toxique ou une relation de violence conjugale, ça peut être un garde-fou qui peut être précieux à ce moment-là. Alors l'étude montre aussi, j'en parle de manière assez importante parce qu'elle a été publiée récemment et en plus parce qu'on y apprend plein de choses tout à fait à la fois intéressantes et choquantes. L'étude montre aussi que ce sont les hommes qui, la plupart du temps, conservent ce fameux logement. Donc les femmes quittent et les hommes le conservent du fait des différences de revenus, justement. La fameuse charge dont on parlait avant avec la théorie des pots de yaourt, la charge du crédit est majoritairement à la charge de l'homme, alors que la femme, non. Et donc, du coup, elle prend en charge les dépenses courantes et se retrouve, du coup, manifestement dépourvue. Comment, justement, faire en sorte que les choses soient inversées ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même toutes ces études, et notamment à la Fondation des femmes et sur l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, on produit des rapports qui montrent très clairement tous ces mécanismes, par quoi passe l'appauvrissement des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il est essentiel de parler d'argent dans le couple. Où va l'argent de chacun ? Est-ce qu'il est autant investi dans des investissements au long cours pour les deux ? Quelle compensation peut avoir celui qui va s'arrêter de travailler, par exemple, pour éduquer les enfants, etc., etc. Voilà, je crois que tous les couples aujourd'hui devraient en passer par là. L'allongement du congé paternité, ce serait une solution pour vous, Hélène Leforner ? Tout à fait. Oui, évidemment, puisque le congé paternité va permettre en fait un investissement plus important du père dans l'éducation de son enfant. Ça a été montré. Les hommes qui bénéficient d'un congé paternité vont davantage s'engager à la fois dans les tâches qui incombent à l'éducation de l'enfant, mais également dans les tâches ménagères. Donc ça va permettre, en fait, ça va contribuer à une égalité des genres plus importante au sein de la maison. On a parlé effectivement de déconjugalisation des aides. Ces aides, donc on le disait, avant effectivement la séparation, puis après, est-ce que les femmes devraient, selon vous, Lucille Poitevin, c'est ma dernière question, est-ce qu'elles devraient peut-être avoir des aides supplémentaires de la part de l'État ? Alors déjà, elles devraient de toutes les aides qu'on a parlé tout à l'heure, elles devraient être déconjugalisées. Ça a été le cas, par exemple, pour l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé. Donc
parce qu'on a reconnu l'injustice du fait que ce soit conditionné au revenu du conjoint. Donc on devrait le faire pour toutes ces aides, parce que ce sont souvent les femmes qui en ont besoin, comme elles ont de plus petits revenus, et véritablement par ces mécanismes d'État, cesser de maintenir les femmes dans une dépendance vis-à-vis de leur conjoint. C'est ça, c'est celui qui en fait la demande qui devrait effectivement bénéficier de ces aides-là et non pas le couple, le revenu, le foyer de manière générale, finalement. Effectivement. Et il y a d'autres sujets, d'autres mécanismes d'État. Je pense par exemple à la question de la fiscalité, là aussi, qui fait que, comme on est sur un régime familialiste, dans une mise au pot commun des revenus, et on voit il y a un taux personnalisé qui s'applique, qui fait que l'impôt de celui qui gagne le plus, donc dans l'immense majorité des cas, les hommes, voit leur impôt diminuer quand celui qui gagne le moins voit son impôt augmenter par le système de part. Donc il faudrait appliquer par défaut un système de taux individualisé pour que chacun paye en fonction de ce qu'il amène au pot commun. Et là, ce serait beaucoup plus juste, parce que finalement, on voit que les femmes paient plus d'impôts que si elles étaient célibataires, quand on fait un cadeau fiscal de l'autre côté aux hommes, et qui représente un énorme manque à gagner pour l'État. Merci beaucoup Lucille Pétavin d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste du droit des femmes, membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes à la Fondation des femmes. Également Hélène Leforner, merci mille fois d'avoir participé à cette émission par Skype. Vous êtes économiste et maîtresse de conférences à l'Université de Rennes. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lucia Selig. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie. Vous êtes physicienne de formation, oui. Journaliste scientifique également, et surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, autrice de Game Over. Alors, je parle bien anglais, rassurez-vous. C'est bien Game Over, O-V-A-I-R-E. Nous avons ce jeu de mots pour expliquer à quel point il faut en finir avec justement ce patriarcat, cette domination masculine qui s'exerce un peu partout, et aussi et surtout dans les sciences, pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés. Et vous démarrez dans l'avant-propos par cette première phrase, c'est la toute première, hein. La science n'est pas féministe. En quoi elle ne l'est pas ? Alors, c'est un peu une boutade, c'est une entrée en matière, mais c'est pour dire qu'on utilise souvent des arguments biologiques pour repousser les revendications d'égalité, hein. Et que moi, ça me chagrine un peu, parce que voilà, je suis scientifique de formation, la science, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne. Mon job, c'est journaliste scientifique, c'est d'essayer d'intéresser les gens à la science. Et déjà, ça me chagrine que pas tout le monde s'intéresse autant à la science que moi, qu'on n'interrompt pas tous les téléjournaux pour parler du dernier fossile qu'on a découvert, de phalanges d'orteils, d'une autre espèce humaine, voilà, bref. Mais ça me chagrine encore plus quand on se cache derrière ces arguments biologiques pour repousser ces arguments ces revendications d'égalité, parce que dans la nature, dans la science, y a à boire et à manger, on peut prendre toutes sortes d'exemples et servir à peu près n'importe quel propos. Après, je commence par dire que la science n'est pas féministe, mais il faut aussi voir qui c'est qui nous l'a légué. On hérite de sciences comme, je sais pas, l'archéologie, la recherche préhistorique, les neurosciences qui ont 100, 200 ans, qui ont été faits essentiellement par des hommes. Et la science n'est pas féministe, mais elle n'est pas intrinsèquement sexiste. Ça dépend probablement aussi des questions, comment on les pose, quelle couche d'interprétation notre cerveau, qui est un immense raconteur d'histoire, rajoute par-dessus les données brutes. Et ce que je dis dans l'avant-propos, c'est que y a pas mal de ces bons vieux mythes sexistes qui sont en train de tomber au fur et à mesure que, notamment, il y a de plus en plus de femmes qui font de la recherche. Il y a peut-être 2-3 choses sur leur compte qu'elles sont moins susceptibles de laisser passer sans sourciller que des hommes en blouse blanche. Pourtant, quand on parle par exemple de Pierre et Marie Curie, ça parle assez naturellement à tout le monde. On se dit qu'il y a forcément des femmes dans la recherche, mais c'est vrai que résiste, comme quoi le lapsus est là, il existe toujours des tas de fausses d'idées reçues sur les sciences et les femmes. Si on vous parliez par exemple de la préhistoire, c'est vrai que vous en riez d'ailleurs, hein, mais vous dites les femmes de la préhistoire n'étaient pas dans la grande
grotte à passer le balai, quoi. Elles étaient aussi des chasseuses. Elles faisaient toutes sortes de choses. La population préhistorique, déjà, c'était une population très très jeune. Il y avait une majorité de gens de moins de 15 ans parce qu'on ne vivait pas très longtemps. Et souvent, on invisibilise complètement la part des enfants et des femmes dans cette préhistoire quand on a des représentations. Moi, j'adore aller dans les grottes préhistoriques. C'est quelque chose qui m'émeut tellement de voir ces fresques. Mais dans les musées à côté, quand on représente les artistes qui ont peint les fresques, on met très souvent des hommes, alors qu'on a par exemple des indications sur les mains. Vous savez, les artistes préhistoriques, il y en a plein qui ont fait ces dessins où ils crachent de la peinture sur leurs mains, on voit la silhouette des mains, et en mesurant le ratio index annulaire, on a quelques pistes sur le sexe de la personne qui a peint, et il se trouve qu'il y a beaucoup qui sont des femmes. Et pour ce qui est des scènes de chasse, pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas peint les scènes de chasse elles aussi? D'autant qu'on est en train de se rendre compte, en revisitant un peu les sépultures, qu'il y a plein de femmes qui ont été enterrées avec des armes de chasse au gros gibier, des armes pour tanner, et qu'on se rend compte dans les populations chasseuses-cueilleuses aujourd'hui que les femmes prennent aussi part à la chasse, qu'elles enseignent la chasse, et donc il n'y a pas de raison qu'on les écarte complètement de la chasse préhistorique ou actuelle. Est-ce que c'est une question de société aussi, de lecture en fonction, il y a des années, si on avait lu tout cela et parlé de tout cela il y a peut-être 100 ans, ou même il y a encore 20 ans, on aurait eu une perception différente des choses? Complètement. Dans ce chapitre sur la préhistoire, je me base beaucoup sur un livre de Marilène Patoumatis, qui est préhistorienne au Muséum d'histoire naturelle ici. Et elle dit que les écrits, la science préhistorique, elle a 150 ans, 200 ans, et que notre image de la répartition des rôles, des genres à la préhistoire, elle a probablement plus à voir avec la répartition genre et des rôles il y a 200 ans qu'actuellement. Parce qu'il y a 200 ans, c'était les femmes au foyer, les hommes à la chasse, entre guillemets, ou disons dans la société extérieure ou tournés vers l'extérieur. Et que donc on a calqué ça automatiquement sur nos ancêtres, alors que maintenant, l'analyse de certaines sépultures nous montre que la répartition n'était pas forcément aussi genrée que ça à la préhistoire. Alors on arrive directement, puisqu'on parle de préhistoire et justement de chasse, on arrive directement à l'idée du mâle alpha. Vous avez plusieurs chapitres, genre 24 dans votre livre, dont je rappelle le titre Game Over, paru aux éditions Helvétique. Le 10e, le mâle alpha, ce gros malentendu. Il faut commencer, évidemment, ça me fait rire, mais j'avoue, J-15 avant les élections. Des fois, on a l'impression qu'on progresse et puis pouf, Donald Trump est élu. Ça m'a fait beaucoup rire. Ou alors, c'est moins drôle, Kim Jong-un balance 2-3 missiles ou Vladimir Poutine détaille les subtilités de ses plans terroristes, etc., etc. Vous parlez de ce mal alpha. Pourquoi il y a encore toujours ce besoin d'expliquer ce qu'est le mal alpha et pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Parce que la notion du mal alpha est passée dans la culture générale, dans la culture pop, de façon complètement erronée. Déjà, le concept de mal alpha a été inventé pour décrire des loups, des sociétés de loups qui ont été étudiées en captivité. Or, comme le dit je ne sais plus qui assez justement, étudier, c'est comme faire de la sociologie humaine en observant que les prisons, d'observer les loups quand ils sont en captivité, ça n'a rien à voir avec la structure de leur société dans la vie sauvage. Après, on a cette idée du mal alpha qui est forcément le plus fort, qui écrase tout le monde. C'est pour ça qu'on dit mal alpha chez les êtres humains. Alors que, comme le dit Frans de Waal, le fameux primatologue qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le mal alpha, c'est plutôt quelqu'un qui arrive, qui est dans un rôle de service, en fait. Oui, c'est le dirigeant, mais c'est la personne qui fait que tout le monde se sente pris en compte, que tout le monde ait à manger, guette les dangers, se soucie en fait du bien-être général, parce que s'il ne se soucie pas du bien-être général, il va se faire renverser par ces sujets, ou ces sujets, ou disons, qui vont lui préférer quelqu'un d'autre. Oui, c'est souci de protecteur, enfin. Là, effectivement, vous parlez du primatologue Frans de Waal, il parle notamment de chez les grands singes, effectivement, cette idée de protection et de communauté, finalement. Le lien avec la femme aujourd'hui et ces fausses idées, enfin, ces idées reçues, justement, sur les sciences, entre mâle alpha et, justement, peut-être féminisme, on pourrait dire aujourd'hui. Quel est-il ? Bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femelles alpha dans le monde dans lequel on vit. Beaucoup de femmes qui font tout ce que... Il y a une des primatologues qui dit, voilà, dans les petits singes vervets que j'observais, le mâle alpha, c'était pas le plus fort, c'était un petit bossu maigrichon, mais qui, justement, prenait soin de faire le guet pendant que les autres avaient à manger, s'occupait du bien-être des femelles, jouait avec les petits. J'ai fait un dessin à la fin du chapitre qui dit ça. Je connais plein de femmes qui font ça. Veiller à ce que tout le monde ait à manger, puisse manger tranquille, s'occuper du bien-être de tout le monde. Et donc, je trouve qu'en fait, je suis entourée de femelles alpha et qu'elles n'ont pas
la part de pouvoir qu'elles devraient avoir au vu du travail qu'elles accomplissent tous les jours. Un travail qu'elles accomplissent notamment avec l'exercice périlleux de la maternité, c'est le chapitre 11. Alors oui, certains le voient comme un exercice périlleux, d'autres comme effectivement un don du ciel pour donner la vie. Effectivement, aujourd'hui, je vous vois faire un regard assez étonnant. Mais c'est aussi ça dont vous parlez dans ce livre, avec à la fois espièglerie, pertinence et impertinence, beaucoup d'humour, de replacer toujours, encore une fois, ces stéréotypes de genre. J'ai essayé de prendre l'apport de l'humour. Il y a aussi, j'ai fait plein de dessins pour accompagner les textes, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi la science ça me passionne et des fois ça me chagrine que ça n'intéresse pas autant les autres. Et je me dis que l'humour et les dessins, c'est plein de portes d'entrée. On peut arriver sur le texte, voir une bulle. D'ailleurs, il y a 24 chapitres, on n'est pas obligé de les lire tous d'un coup, ils sont assez courts, on peut les lire dans le désordre. Et puis c'est dire, mais oui, regardez, la science, c'est captivant, puis ça peut être drôle, et puis essayer de passer un peu de cet enthousiasme que moi, j'ai pour ce genre de sujet. Voilà. Alors que, évidemment, vous avez, j'imagine, beaucoup fait de recherches pour faire ce livre. J'imagine que vous êtes entouré à la fois d'experts, de tous ceux avec qui vous travaillez au quotidien. Mais comment vous avez réussi à faire des choix? Parce que lorsqu'on parle de sexisme, ou en tout cas de genre, et d'un coup de conflit avec les sciences, ou d'amalgame, ou de fausses idées, voilà, comment choisir 24 chapitres et pas 50? Parce que c'est très nombreux. C'est pas exhaustif. J'ai déjà plein d'idées de tout ce que j'aurais dû mettre et que j'ai pas mis. Donc un livre numéro 2. Il faut bien s'arrêter. Oh, alors on n'est pas encore là. Mais à la base, ce livre est né parce que je faisais avec des collègues une chronique hebdomadaire pour la radio publique suisse. Et le deal, c'était une fois par semaine de prendre un sujet d'actualité et lui donner un éclairage scientifique. Et il se trouve que cette chronique, on a commencé à la faire à l'automne 2017 et bam, MeToo a débarqué. Et donc, les questions de sexisme, de rapport entre les genres étaient omniprésente, et moi elle me passionne, donc je me suis rendu compte qu'à peu près un tiers de mes chroniques traitaient de ça, et donc c'est en partie ces chroniques que j'ai repris et mis ensemble là-dedans. Je les ai beaucoup réécrites, j'ai rajouté les dessins, et puis j'ai rajouté plein de chapitres que je trouvais qui manquaient pour former un coup tout cohérent. Il me semblait qu'il y avait 2-3 chapitres, comme par exemple sur le cerveau ou sur la maternité, qui aurait manqué dans le bouquin. Après, on aurait pu en faire 50, 200. Sur le sexe, sur l'amour, sur le couple, énormément de chapitres extraordinaires, évidemment. Mais juste un dernier mot, parce que malheureusement, le temps presse et j'aimerais bien discuter longuement avec vous, mais enfin, ça vous encouragera justement à aller lire ce livre, Game Over. Mais est-ce qu'il y a encore trop, parce qu'on se plaint beaucoup, vous savez, des jeunes filles qui ne vont pas assez vers les matières scientifiques aujourd'hui, vers les filières scientifiques, clairement, aujourd'hui. Alors ça revient un peu, mais est-ce que, pour vous, eh bien, les métiers scientifiques sont encore trop réservés aux hommes? Oui, il y a encore un déséquilibre qui est assez... Enfin, ça met tellement de temps à changer, c'est un peu désespérant, je trouve. Et je pense qu'il y a une neurobiologiste que je cite dans ce livre qui dit que, en gros, elle explique que les êtres humains sont des éponges, particulièrement les petits-enfants, des éponges sociales pour essayer de comprendre quelles sont les règles du monde qui les entourent et ne pas se prendre des murs, en gros. Et qu'ils apprennent à faire ce que les personnes qui leur ressemblent font. Et forcément, quand les femmes voient autour d'elles ce que font les personnes comme elles, elles ne font pas encore beaucoup de physique. Et ça, c'est un peu désespérant, cette lenteur. Et je pense que, voilà, peut-être qu'un jour ça changera, mais moi je trouve que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, forcément, surtout quand on est passionné. On peut relire, effectivement, évidemment, tous ces passages extraordinaires dans ce livre, Game Over. Revoir toutes les grandes figures, évidemment. Certaines que l'on connaît déjà, mais peut-être qu'on ne connaît pas assez bien, comme Simone de Beauvoir ou d'autres. D'autres qu'on connaît beaucoup moins. Et je ne l'ai pas en tête, mais c'était sur le communiqué de presse. Il y avait des noms de femmes. C'était assez génial, d'ailleurs, avec un dessin que j'ai trouvé super. Désolée, les filles, mais pour le Nobel, être morte, c'est un critère éliminatoire. Oui, c'est le cimetière zombie de toutes les femmes qui auraient dû, d'après plein de personnes, avoir un Nobel et qui ne l'ont pas eu. Et souvent, ce Nobel a été attribué à des personnes de leur entourage qui étaient considérées avec beaucoup plus on les considérait plus sérieusement parce que c'était des hommes. Oui, parce qu'ils avaient moins de talent, en fait. Je ne sais pas s'ils avaient moins de talent, mais elle, en tout cas, elle le méritait tout autant. Voilà, elle le méritait tout autant. Merci beaucoup d'être venue, Lucia Silig. Game Over, et c'est aux éditions Helvétique, voilà, que je ne me trompe pas. Merci d'être venue. Merci. On va retrouver tout de suite Shirley pour sa chronique. Alors,
Alors Shirley, qui de Donald Trump ou de Kamala Harris remportera la fameuse course à la Maison-Blanche? Une issue encore difficile à déterminer alors que la date fatidique approche, J-15 avant l'élection présidentielle américaine. Vous nous rappelez, Shirley, comment fonctionne ce scrutin atypique? Oui, alors commençons par dire que contrairement à la France, l'élection présidentielle américaine est une élection au suffrage universel indirect. Le 5 novembre prochain, environ 240 millions d'Américains iront donc voter non pas pour Kamala Harris ou Donald Trump, ou pour les autres candidats toujours en lice dont les chances de remporter les élections sont minimes, donc on n'en parlera pas. Non, les Américains iront voter État par État pour les grands électeurs. Et tous ensemble réunis, eh bien, ils forment ce que l'on appelle le collège électoral. Leur nombre équivaut à celui des élus au Congrès, 538. 538 grands électeurs qui voteront pour le président ou la présidente au nom de la population un peu plus tard, en décembre. 538 électeurs répartis dans les 50 États des États-Unis. Et chaque État ne pèse pas le même poids, Shirley. Exactement, tout simplement parce que chaque État n'est pas représenté par le même nombre de grands électeurs. Alors, comme vous le voyez sur cette carte du Monde, du journal Le Monde, quand on compare, il y a quand même de grosses disparités entre des États comme l'Alaska, qui sont un peu lilliputiens, à côté de gros mastodontes comme la Californie, New York, le Texas ou la Floride. Et oui, alors comment se fait cette répartition? D'abord, le plus évident, eh bien, elle est proportionnelle à la population. En général, plus il y a d'habitants dans un État, plus il y a d'électeurs, et inversement. Mais, petite subtilité, il doit aussi y avoir au moins 3 grands électeurs par État, ce qui crée une relative disproportion, car certains États peu peuplés sont en fait un peu surreprésentés. Prenons l'Alaska, qui compte en termes d'électeurs, 3 électeurs pour 730 000 habitants environ, c'est-à-dire en moyenne plus de 4 grands électeurs pour 1 million d'habitants, alors que la majorité des États sont en moyenne représentés par 1 à 2 grands électeurs par million d'habitants. Bon, dans tout cela, il faut obtenir le soutien d'au moins 270 grands électeurs sur les 538 pour gagner ces élections. Alors, comment fait-on pour remporter les élections, les grands électeurs d'un seul État? C'est-à-dire que quelle est la règle? Winner take all. Comme au poker, quand un candidat arrive en tête dans un État, il remporte tous les grands électeurs, système en vigueur quasiment partout aux États-Unis. Exemple avec la Floride. Lors de la précédente élection présidentielle, donc en 2020, la Floride, c'était 29 grands électeurs. Eh bien, résultat du vote populaire, Donald Trump du camp républicain a obtenu 5 668 731 voix, contre Joe Biden du camp démocrate, 5 297 045 voix. Alors, à 300 000 voix près, à peu près, eh bien c'est Trump qui a le plus de voix. Donc, les 29 électeurs de la Floride sont pour les républicains. Autrement dit, nada pour les démocrates, tout pour les républicains. Winner take all, CQFD. Donc vous allez me dire que quand les candidats à la présidentielle font campagne aux États-Unis, eh bien, ils ont donc intérêt à aller partout, et notamment, Shirley, dans les États très peuplés pour convaincre, on l'a bien compris, beaucoup plus de grands électeurs. Bien, pas forcément, puisqu'il y a des États acquis à la cause républicaine ou démocrate, et là, pas vraiment d'enjeu. C'est le cas de la Californie ou du Colorado, qui votent plutôt démocrate depuis de nombreuses années, ou bien de l'Alabama ou de l'Alaska qui votent historiquement républicains. En revanche, il y a des États plus indécis. Ce sont les États clés ou les États pivots qui, selon les élections, votent soit démocrates, soit républicains. Ce sont les fameux swing states. Exactement, swing comme basculer en anglais, car ces États peuvent tout simplement faire basculer une élection présidentielle aux États-Unis. Et en l'occurrence, pour la prochaine, notons qu'au moins 7 États peuvent être considérés comme des swing states. On le voit sur cette carte, c'est le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Alors, ça représente quand même une centaine de grands électeurs qui pourraient être séduit sur les 270 requis pour avoir la majorité absolue. Ce n'est donc pas pour rien si les campagnes présidentielles concentrent leurs efforts sur ces États à grand renfort de pubs, de porte à porte, de déplacements, de meetings. Exemple vendredi dernier, où le Michigan a été la cible des deux principaux candidats. La journaliste de France Info, Marie-Violette Bernard, en témoignait dans un tweet que l'on voit s'afficher. Elle disait: ce soir, j'étais dans le public du meeting
meeting de Donald Trump à Detroit, dans le Michigan, signe que cet État clé est très courtisé par les deux camps, au même moment Kamala Harris était en meeting à 1 heure de route d'ici, la preuve en images avec cette publication Instagram de Kamala Harris. Et puis, dans la continuité, hier, dimanche, Donald Trump a enchaîné avec une opération de com dans un McDo en Pennsylvanie. Vous en avez certainement entendu parler. La Pennsylvanie, un autre swing state. Donald Trump a endossé le rôle d'un employé de fast-food pour discréditer son opposant démocrate qui affirme y avoir travaillé lorsqu'elle était étudiante. Alors, on va voir si ça va swinger sévère. En attendant, on rappelle les dates clés, le 5 novembre pour le vote populaire, mais notons que certains citoyens ont déjà commencé à voter puisque les États-Unis mettent en vigueur le vote par anticipation et le vote par correspondance. Ensuite, la date du 17 décembre à laquelle les grands électeurs éliront le ou la présidente, suivie du 6 janvier, date très importante car c'est à ce moment que les votes de ces grands électeurs seront comptabilisés et certifiés par le Congrès. Et c'est à cette date d'ailleurs que les soutiens de Donald Trump avaient pris d'assaut le Capitole en 2021 pour protester contre la certification de ce vote qu'ils estimaient avoir été volé. En tout cas, en dehors de l'intérêt politique, l'intérêt de communication est quand même frappant. On a des vraies sorties de com qui sont assez étonnantes dans les deux camps. Merci beaucoup, Shirley. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement Studiava ? Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce sujet crucial. Aujourd'hui, on s'en rend compte pour les jeunes et pour les parents. Nous, avec Studiava, on a une vraie volonté, c'est d'aider les jeunes à mieux s'orienter, à mieux trouver leur voie, et qu'on n'ait plus des carrières brisées ou des schémas où on a des jeunes qui se tournent vers des voies qui ne leur correspondent pas. Donc nous, pour répondre à cette grande problématique-là, avec Johan, mon associé, on a décidé de mettre notre cape de super-héros et on a développé Studiava, qui est un outil qui fait matcher le profil des lycéens avec des formations post-bac grâce à notre algorithme intelligent. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est un peu comme une appli de rencontre, on swipe pas droite à gauche et puis derrière on trouve la bonne formation. Comment ça se passe ? Nous, on aime bien dire que c'est le Tinder de l'orientation, vous me l'avez soufflé. L'idée, c'est pas de swiper ou de dire non, c'est plutôt de remplir des informations clés auxquelles on ne pense pas. D'accord. On pense ici aux soft skills, donc les compétences qui sont vraiment cachées chez le jeune et qu'il a du mal à identifier. On croise ça avec les notes donc académiques et où est-ce que le jeune se projette. Une fois que tout ça est rentré dans l'algorithme, il propose une liste de formations qui match avec son profil, classé par pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus la formation est susceptible de lui correspondre. Arnaud, la garderie pour enfants au village olympique, ça peut changer la perception de la parentalité chez les sportifs de haut niveau ? Oui, vous avez tout à fait raison. Cette question de la parentalité est un mot-clé aujourd'hui à l'intérieur des plans de féminisation des fédérations internationales, mais aussi des ligues professionnelles des sports collectifs notamment. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, dire qu'on a eu aux Jeux de Paris une égalité dans les participants et donc participantes entre hommes et femmes, c'est un affichage, mais il faut que ça se traduise dans des actes qui montrent finalement qu'on a une précaution vis-à-vis justement des différentes étapes de la vie d'une carrière sportive et donc de cette carrière sportive, hommes et femmes. Et donc dans les étapes de vie d'une carrière sportive, de sportifs professionnels, de sportifs de haut niveau, il y a justement cette question de la maternité et donc de prendre soin finalement aussi de l'ensemble de l'environnement des sportifs de haut niveau. Les enfants en font partie, on le voit bien, il y a eu aujourd'hui cette initiative et ça montre bien que Paris 2024 est allé véritablement dans le souci de prendre en compte la globalité de l'athlète. Là, on parle finalement cette question de la parentalité avec la question de la garderie. Mais bien entendu, on le voit bien aussi, ils ont obligé un certain nombre dans la gouvernance, par exemple, d'avoir une égalité aussi dans finalement les gouvernances des fédérations, mais aussi dans le pilotage des équipements sportifs ou dans l'accueil des délégations. L'égalité aujourd'hui hommes-femmes passe par la mise en place aussi, par exemple, d'une garderie. Et on se satisfait justement que Paris ait été le premier à mener cette initiative. Ce qui nous aide beaucoup quand on est nourrisson, enfin ça nous aide surtout par la suite, mais c'est d'avoir acquis le réflexe de Moro, M-O-R-O. Oui. C'est un réflexe archaïque, c'est quoi ?
Alors, effectivement, donc, les réflexes archaïques, ce sont des réflexes que les bébés ont dès la naissance. Donc, le réflexe de Moro, c'est ce fameux réflexe où on voit le bébé qui part avec les bras comme ça en arrière. Normalement, les réflexes archaïques, au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, ils s'intègrent, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Souvent, c'est quand on a un tout petit, je veux dire qu'il y a 1 mois ou 2 mois, quand on veut le poser dans le lit, si on ne le contient pas, qu'on ne le regroupe pas avec les bras comme ça près du corps, eh bien, il va faire ce mouvement et c'est possible qu'il se mette... Il va en arrière et voilà. il tend les bras et il hurle. Exactement. Ouais. Donc normalement, ces réflexes, à partir du moment où on laisse le bébé en motricité libre, etc., qu'on lui crée un environnement qui est bien adapté à son développement, comme je le disais tout à l'heure, il s'intègre et donc on ne les voit plus. Parce que s'il n'est pas intégré, il entraîne chez l'enfant, je vous cite là encore, peur de l'échec, manque de confiance en soi, difficulté à s'adapter à la nouveauté. C'était énorme les conséquences de ça. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs répercussions et notamment effectivement sur les émotions. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Qu'il existe des exercices qu'on peut faire aux enfants, justement pour les intégrer, parce qu'après, même une fois qu'ils ont été intégrés, ça peut se réactiver. Alors là, c'est vraiment Mélodie Lopez qui est plus spécialisée dans le domaine que moi, parce que c'est vraiment une de ses formations, mais ça peut être réactivé effectivement quand l'enfant ou même l'adulte ressent une situation de stress, qu'il y a eu un choc, etc. Et là, il peut y avoir cette nécessité effectivement à nouveau de les retravailler et de les réintégrer. Vous mentionnez régulièrement dans vos communications les lycéens des quartiers prioritaires. Pourquoi c'est important à vos yeux de cibler prioritairement ces jeunes ? Alors on fait un focus, c'est vrai, sur les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi sur les jeunes des territoires ruraux et les jeunes des territoires d'outre-mer. C'est un super point qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont beaucoup moins aidés sur les sujets d'orientation, même si l'orientation touche tout le monde. C'est des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir... très souvent des parents qui ont fait les grandes écoles et qui n'ont pas le schéma d'orientation et de fonctionnement de l'éducation nationale connu sur la pointe des doigts. Donc comment vous les accompagnez justement très concrètement ? On passe concrètement par les collectivités engagées sur ces sujets-là qui nous achètent en fait des licences directement pour pouvoir toucher ces jeunes bénéficiaires. Ce sont des jeunes, pardon, je ne veux pas vous couper, mais qui sont peut-être un peu plus affectés aujourd'hui, touchés par un phénomène d'autocensure dont on peut parler parfois à l'approche des grandes échéances de Parcoursup, qui est aussi un obstacle, et il faut le dire, récurrent dans leur orientation. Est-ce que ça, vous le voyez encore plus chez ces jeunes ? Je le vois énormément chez ces jeunes, parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi, je suis ingénieur de formation, mais ça s'est passé un peu à un fil. C'était une rencontre sur un moment hyper fortuit où on s'est dit que voilà, il fallait que je devienne ingénieur. Et en dernier moment, j'ai rattrapé le fil. Ces jeunes n'ont pas la chance d'avoir ces rencontres dans leur entourage et forcément, les opportunités se créent moins. Donc forcément, il y a un grand enjeu aujourd'hui sur ces jeunes bénéficiaires-là pour casser ces barrières d'autocensure, soit sur les métiers ambitieux, mais aussi pour les jeunes filles qui se disent que les métiers scientifiques ce ne sont pas faits pour elles. Et derrière... c'est un mensonge, en fait. Donc, il faut pouvoir redonner confiance sur ces sujets. On apprend l'histoire à l'école avec un grand H, les grandes séquences en tout cas, les grands mouvements. En tout cas, il faudra en faire de même pour l'histoire du sport. Comme tout objet social, j'ai envie de vous dire, le sport occupe une place de plus en plus importante et il doit pouvoir aussi être enseigné à l'école. Maintenant, il y a différentes façons d'enseigner l'histoire du sport. Regardez, tout à l'heure, nous parlions de Première Guerre mondiale. Ça peut être aussi, la jeunesse, par exemple, qui peut-être est assez déconnectée en d'un point de vue générationnel de la Première Guerre mondiale, alors qu'en fait, on pourrait simplement leur expliquer que la Coupe de France, la Coupe Charles Simon, est née en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène de société, la Coupe de France. On pourrait dire qu'il y a un développement du basket, du volleyball grâce à la présence des Américains pendant la Première Guerre mondiale, ou alors du baseball pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait expliquer finalement par des grands moments d'histoire aussi comment le sport a contribué à la structuration de la société. Les stations de ski avec les Jeux Olympiques de 1968 et donc cette volonté aussi de désenclaver les régions montagneuses françaises pour leur permettre finalement d'avoir un développement économique. Et là, on peut utiliser le sport avec justement les sports d'hiver. On peut très bien utiliser le sport pour montrer aussi finalement ces phénomènes de brassage de population, puisque la France a une histoire coloniale et que cette histoire coloniale, elle montre bien à travers le sport, à travers les équipes de sport de l'équipe de France, et bien on peut travailler ces questions d'intégration à travers justement l'histoire du sport.
Comment on distingue une crise de colère d'un enfant d'une crise qui est due à un stress? C'est pas tout à fait la même chose, vous soulignez ce point. Oui, alors effectivement, on essaye de reprendre ces notions-là parce que souvent il y a un amalgame, et ce qui est normal parce que la limite, elle est quand même assez fine, exactement. Donc, il y a 3 questions qu'on peut se poser. Est-ce que, donc, il y a le déclencheur, est-ce que la réaction de l'enfant est adaptée par rapport au fait déclencheur? Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que le comportement est approprié en fonction de ce qui se passe? Et la troisième question, c'est est-ce que ça dure moins de 2 minutes ou est-ce que ça dure 20 minutes? Si ça dure moins de 2 minutes et qu'on a répondu oui à ces 3 questions, c'est qu'effectivement c'est une émotion, c'est une colère. Si on a répondu non parce que ça dure 20 minutes, etc., c'est que bien souvent on est face à une situation de stress et c'est ce qu'on retrouve beaucoup par exemple chez un jeune enfant qui va à l'école. Le soir, à la fin de la journée, on passe le pas de la porte, c'est l'explosion, c'est la crise, ça part dans tous les sens parce qu'en fait il y a un trop plein d'émotions. Voilà, ils se sont tenus, régulés pendant toute la journée, ils ont besoin que ça sorte. Beaucoup de stress et là ça sort. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc. Au son, Saïd Mamoun, maquillage Laure Eudemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci également, Shirley, d'être venue aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr demain. Vous savez déjà quelle chronique vous ferez demain? On va parler de la Russie, du gouvernement qui veut interdire le mode de vie sans enfants. Ouh là là, ça parlerait armement démographique. Très bien, demain alors. Bonne soirée à tous. Ciao.